Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. L'édition de cette semaine est consacrée à la séance du 25 février. Parmi les sujets qui ont été discutés, notamment le plan d'aménagement et de développement des golfs boisés de la mairie et des légendes du secteur Saint-Luc qui a retenu l'attention, puisque le groupe Vision Espace Vert Saint-Luc, un groupe citoyen en faveur du projet, est venu déposer une pétition de plus de 900 noms. Vous entendrez également deux porte-paroles de ce groupe. La question du déneigement à gauche est également revenue à l'ordre du jour, de même que les dépenses de la ville de Saint-Jean faites sur la plateforme Amazon. Voilà donc, tout est en place pour ces faits saillants de la séance du 25 février. Madame la mairesse, mesdames et messieurs les conseillers, alors mon nom est Patrice Léger-Bourgouin et j'agis à titre de porte-parole de groupe Vision Espace Vert Saint-Luc. Pour l'occasion, je suis accompagné de dévoués concitoyens, Lise Charbonneau, Guy Duquette, Éric Lemarec, Jean-François Quintin et plusieurs autres. Nous sommes un groupe engagé en faveur de la protection de nos espaces naturels et surtout, je vous dirais, à la recherche d'un compromis. Afin de contrer le manque de profitabilité financière, comme vous le savez, des propriétaires à l'échelle du Québec choisissent de fermer leur club de golf afin de reconvertir les superficies foncières en projets immobiliers. D'ailleurs, je ne vous apprends rien en vous disant que celui de la mairie est fermé depuis belle lurette en attente de développement. Groupe Vision Espace Vert Saint-Luc appuie un aménagement pour le secteur Bergère des Échevins, favorisant la préservation de 75 des espaces verts, et ce, conditionnellement à une cession volontaire des promoteurs pour les transformer en un parc naturel de qualité dans un milieu urbain. Nous sommes convaincus que ce plan devrait être une priorité pour la Ville, un legs environnemental intergénérationnel. Ce compromis amène une acceptabilité sociale qui serait avantageuse pour l'ensemble des résidents de la Ville avec la cession de terrain afin de créer des espaces verts. D'aucuns affirment que cette vision est conçue pour acheter la paix avec les riverains. Cet argument est simplement fallacieux. La très vaste majorité de nos concitoyens qui appuient notre vision n'ont pas un des clubs de golf comme voisins. Tout comme nous, ils recherchent simplement un compromis acceptable. Quel est ce compromis, justement? Ce compromis, c'est un juste équilibre entre la fonction reliée à la capacité des infrastructures publiques, telles que les principaux axes routiers, les écoles secondaires, les services de santé et autres, d'accueillir de nouveaux concitoyens. Ce compromis, c'est la retombée des taxes foncières qui permettrait d'autofinancer la passerelle surplombant l'autoroute et les accès cyclables et piétonniers, et ce, pour favoriser le transport actif. Ce compromis, c'est d'éviter à la Ville de s'endetter par une acquisition coûteuse de superficie foncière dont elle n'a tout simplement pas les moyens financiers, et ça aurait pour conséquence d'endetter les futures générations. Ce compromis, c'est de minimiser les impacts pour plusieurs citoyens des légendes, d'atténuer la perte d'un acquis, celui pour lequel la Ville s'est engagée il y a 20 ans avec un plan d'implantation et d'intégration architecturale et pour lequel la Ville a une responsabilité. Ce compromis, c'est de démocratiser l'accès à un vaste territoire vert à l'ensemble des citoyens de la Ville. Et surtout, mais surtout, ce compromis, c'est de ne pas diviser avec une solution qui a le mérite de rallier les citoyens, l'administration municipale, les promoteurs et la nature. En quelque sorte, je dirais, c'est d'éviter le fiasco. Il est à noter que par le passé, les propriétaires des golfs ont présenté aux citoyens des projets résidentiels contenant très peu de conservation d'espaces verts. Cette approche, malheureusement, ce n'est pas un compromis. Vous le savez, le statu quo n'est plus viable. Il est temps de se projeter dans le futur. L'immobilisme n'est pas une option. Il faut trancher. Ce soir, notre solution de compromis est la meilleure. Pourquoi? Les propriétaires des golfs pourront réaliser un projet immobilier, peut-être pas celui qu'ils auraient souhaité, mais à tout le moins, il y aurait un projet après des années d'attente. D'ailleurs, comme vous l'avez vu dans le Canada français, l'un des promoteurs accepte déjà ce compromis.
Les citoyens de Saint-Luc ne verront pas leur quartier défiguré par le développement tout azimut de projets autrefois occupés par des espaces verts, mais plutôt par une juste proportion de logements pour en combler partiellement le manque. Un parc est un formidable atout pour la ville, un lieu écologique dont profiteront tous les Joannais. Notre solution, encore une fois, je le réitère, permet de démocratiser l'accès à des espaces verts de qualité. Notre compromis permet de vous rallier, chers membres du Conseil, vers un plan de vision commun qui transcende les limites de Saint-Luc. Conclusion, Madame la mairesse, je vais dépasser malheureusement, si vous me le permettez, de quelques secondes. La décision que vous prendrez quant à ce legs intergénérationnel sera votre héritage. Vous y serez associés pour le meilleur ou malheureusement encore pour le pire, comme le mariage. Les générations futures commenteront la justesse de vos décisions. Nous déposons à cette séance le nom de 914 citoyens qui favorisent le compromis. La majorité silencieuse, mesdames et messieurs, a parlé. Elle s'est exprimée au cours des derniers jours. Ses concitoyens vous demandent d'appuyer la solution de la raisonnabilité, celle du compromis, une solution qui rallie au lieu de diviser. Alors, voilà, Madame la mairesse, j'aimerais peut-être entendre une première opinion à chaud sur notre proposition. Écoutez, c'est certain qu'on va prendre d'abord la pétition. Vous dites que vous avez 914 noms. J'imagine que vous avez les adresses aussi. Oui, tout à fait. Les gens ont signé puis ont mis leur adresse. OK, ça, c'est important pour nous, là. On mis le quartier et leur adresse de courrier électronique pour vérifier. C'est parfait. Alors, vous comprendrez qu'on en a discuté, on en a discuté en conseil en plénière la semaine prochaine. On savait qu'on aurait de la visite, alors ça nous fait plaisir de vous accueillir. Ça nous fait toujours plaisir d'accueillir tout le monde de toute façon, mais on avait été avisés. Alors, c'est certain que dans les prochaines semaines, le Conseil, en plénière, va se pencher sur cette question-là. Parce que l'objectif aussi, je pense qu'on avait donné jusqu'au 10 ou au 15 janvier aux gens pour s'exprimer sur cette vision-là. Alors, on aura aussi à déposer le document qui va faire état de la consultation des citoyens. Alors, ça va faire partie, la consultation fait partie, puis la pétition va faire partie. Puis oui, la semaine dernière, à la Chambre de commerce, au dîner de la mairesse, Monsieur Baillargeon est venu nous dire, nous faire ce témoignage-là, qui était dans le Canada français. Madame la mairesse, avec votre permission, j'aimerais déposer à Monsieur le greffier là, le nom des gens. C'est parfait. Bien, je vous remercie, Monsieur Bourgoin. J'aimerais ça m'exprimer au sujet de la vision d'aménagement Bergère-Échevin. Puis d'emblée, Madame la mairesse, je vous dis, je n'ai pas de questions. Est-ce que vous me permettez de m'exprimer? Absolument. Absolument. Allez-y. Vous avez 5 minutes. Go. Parfait. On y va. Premièrement, j'aimerais remercier le conseiller Savard d'avoir eu le courage politique de proposer le 29 octobre dernier que la vision d'aménagement, qu'elle soit proposée au public. Puis j'aimerais remercier aussi les 6 autres conseillers qui ont appuyé cette proposition. Madame Surprenant, Madame Lambert, Madame Poisson, Madame Poitras, Madame Charbonneau, Madame Racine-Lehoux. Merci. Je fais partie du petit groupe de citoyens engagés. On a fait une pétition, on a fait du porte-à-porte. Je suis à Saint-Luc depuis 2009, ça fait 15 ans. Je fais partie de la majorité silencieuse. À preuve, ça fait 15 ans et demi que j'habite ici et je ne suis jamais venu ici pour prendre le micro. Je ne suis pas expert, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas écologiste, je ne suis pas proche des promoteurs, je n'ai pas de lien avec eux. Je ne suis pas un proche ami de M. Savard. Par contre, j'ai développé beaucoup de respect pour le travail qu'il fait. Puis, entre parenthèses, en travaillant avec lui, je me suis rendu compte que c'est pas toujours facile, puis vous vous faites bâcher sur les médias sociaux, et je pense que c'est pas facile. Donc, je ne suis pas toujours d'accord avec les décisions que vous prenez. Mais évidemment, vous méritez d'être traité avec beaucoup de respect. Pourquoi est-ce que je me suis impliqué? Tout simplement parce que j'y crois.
C'est attrayant d'avoir un parc, d'avoir un parc à proximité que je pourrais utiliser, que mes enfants pourront utiliser, que mes petits-enfants pourront utiliser. Protéger 75% des espaces verts et permettre la construction sur 25%, ça me paraît être un genre de compromis. Puis la vie en société, elle nécessite des concessions. Elle nécessite des compromis. C'est sûr que 100%, ça aurait été mieux. J'aurais aimé qu'on protège vraiment 100%. Mais je ne suis pas convaincu que les propriétaires des golfs qui voudraient céder leur terrain sans frais. Et puis, je ne suis pas convaincu qu'il y aurait une accessibilité sociale pour augmenter nos taxes pour qu'on paye pour ces terrains-là. Quand on a commencé cette pétition-là, je vous dirais, j'avais certains doutes. Ça a commencé lentement. Puis vous le savez, vous avez fait du porte-à-porte. C'est dur faire du porte-à-porte. C'est dur cogner aux portes. Mais j'aurais été gêné de venir ici sans 300. Pour moi, 300, là, c'était un seuil. Donc, je suis très, très fier qu'on se soit rendu, je pense que c'est à 914. Et puis, ce qui m'a porté, moi, c'est vraiment l'enthousiasme. L'enthousiasme des gens, le nombre de personnes qui étaient favorables à ça, qui comprenaient l'idée que c'était un compromis, qu'on ne pouvait pas tout avoir, mais que c'était gagnant-gagnant, pas seulement pour les gens à Saint-Luc, mais pour toute la population de Saint-Jean, pour qu'on ait un beau parc. Donc, 914 personnes ont signé en moins de 20 jours. 914 personnes qui veulent laisser un legs. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup, Mme Bouchard, de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet. Je viens vous voir aujourd'hui, puis c'est un petit peu dans un contexte international tendu où on voit nos voisins du Sud tomber dans le populisme. Et j'aurais voulu prendre un peu le temps peut-être de rappeler aux élus de manière générale que le populisme, c'est les mythes de la démocratie. Quand on prend des décisions affectives, quand on prend des décisions sur le coup d'un calcul politique pour maintenir des voix, sans prendre en compte les avis des professionnels que vous consultez, qui sont à votre service, vous vous exposez, mais vous exposez aussi vos citoyens. Aujourd'hui, je vais vous parler du déneigement, puis en particulier du déneigement à gauche. On va faire abstraction de la dernière chute de neige qui nous a tous surpris et qui a causé beaucoup de travail à tout le monde. Mais en matière de déneigement à gauche, aujourd'hui, dans les secteurs concernés, on a des écoles qui n'ont plus de traverse pour écoliers parce qu'elles sont entravées par des bancs de neige de plus de 3 mètres de haut. On a des intersections dont la largeur totale est réduite de plus de 50%. On a des tronçons complets sur lesquels le triangle de visibilité est nul. C'est une catastrophe en termes de bilan de sécurité routière, aussi bien pour les piétons que pour tous les autres usagers. La semaine dernière, il y a une autopatrouille du service de police qui a pris le banc de neige parce que, a priori, la conductrice aurait été surprise dans une intersection. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La première question qu'il faut se poser, c'est dans un rôle d'élu, est-ce que c'est un rôle de gestionnaire pour orienter des décisions ou est-ce que c'est un rôle de professionnel technique? Moi, quand je lis la loi sur les ingénieurs, c'est assez clair pour moi que c'est un acte d'ingénierie. Il faudrait qu'un juriste se pose la question de savoir si, quand un conseil détermine la méthode de construction ou la méthode d'intervention de travaux, est-ce que c'est ou non un acte d'ingénierie? Peut-être une jurisprudence qui serait intéressante à avoir, ou du moins un avis juridique. Mais à plus court terme, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour nos piétons?
Qu'est-ce qu'on fait pour nos aînés? Si je comprends bien, cette décision, elle a été prise pour éviter à nos aînés de pelleter. Fait que du coup, on les envoie se faire fesser dans les intersections. Je ne suis pas sûr que l'intérêt du public est primé dans cette décision-là. J'aimerais beaucoup que vous preniez le temps de la réflexion sur les actions que vous pourriez poser à court et à moyen terme. À court terme, je vous recommande très fortement de faire dégager dans les plus brefs délais les triangles de visibilité dans les intersections. Si des piétons ne se sont pas encore fait frapper, la question n'est pas de savoir si, mais plutôt quand ils vont se faire frapper. Puis à moyen terme, c'est de réfléchir aux différentes manières qu'on a, comme au niveau civil, au niveau du génie civil, de déneiger adéquatement nos rues pour que ça reste sécuritaire pour tous les usagers. Le déneigement à gauche, là, ça va sûrement faire plaisir à beaucoup de riverains, mais en même temps, les appels d'urgence au 911, les temps d'intervention sont plus longs. Vos policiers puis vos pompiers, les paramédicaux sont obligés de marquer un arrêt à chaque intersection. Ça veut dire qu'on passe en moyenne d'un arrêt toutes les 6 intersections à un arrêt systématique à chaque intersection. Faites un calcul, un arrêt complet, c'est à peu près 25-20 secondes. Quand il y a quelqu'un qui est rentré chez vous par effraction ou que votre conjoint fait une crise de cœur, c'est long, ces cumuls de secondes-là. Puis ça, c'est sans compter tout l'impact que ça a sur la sécurité des usagers. Donc, à moyen terme, je vous invite vraiment aussi à réfléchir à ce qui s'en vient. Mais à court terme, il faut poser des actions. Je comprends qu'on ne pourra pas changer le sens de... Pour parler vulgairement, là, on ne pourra pas changer le sens de la charrue pour la semaine prochaine, mais il faut trouver des solutions. Est-ce que vous avez une question ou vous nous invitez à réfléchir? C'est votre piste de réflexion. Parce que vous comprenez que moi, je ne défendrai pas l'indéfendable. Bien, moi, ma question elle est simple, c'est quelles sont les actions que vous allez poser? Puis je pense que je vous offre des pistes de réflexion, mais vous avez des spécialistes, vous avez des professionnels qu'il faut écouter, qu'il faut prendre le temps d'écouter. Mais à court terme, quelles sont les mesures que la Ville va mettre en place pour assurer la sécurité des usagers vulnérables? Monsieur Dubois, est-ce que vous voulez tenter une réponse? Parce que Monsieur moi, Gérin, le déneigement à gauche, je ne défends pas ça, là. Je ne peux pas me prononcer sur le côté de déneigement. Là. Le Conseil a pris majoritairement sa décision. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les priorités 1 sur le déneigement et le ramassage de neige est en train de se terminer actuellement. Le dégagement des intersections là, devrait commencer là, vendredi ou samedi. Okay. Là, on est à J+8, puis les écoles, le devant des écoles n'est toujours pas déneigé. Les passages piétons devant les écoles ne sont pas déneigés. Fait que la P1, elle est où? Devant l'hôpital, devant le service des urgences, hier, c'était pas déneigé, l'intersection à la sortie des urgences. Je peux vous dire, c'est que le tour des écoles a été déneigé. Là, c'était la priorité 1. C'était là. Ben, si vous voulez, vous pourrez, Madame la mairesse a probablement encore mon courriel. Envoyez-moi un petit courriel, je vous enverrai des photos assez surprenantes. Parfait. Merci, Monsieur Gérin. C'est dommage, M. Gérin n'est pas là pour le déneigement à droite. Je pense que moi, dans mon secteur, qui est l'hôpital, le CLSC, il y a la polyvalente, le stationnement à droite, c'est pas recommandé. Je ne sais pas si les gens ont déjà été à l'hôpital. Vous savez que les autos sont toutes stationnées. Ça va même jusqu'à la berge, etc. Mettez un gros banc de neige avec les tempêtes de neige que nous avons eues là-dessus. Je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir de circulation. D'ailleurs, dans Saint-Jean, quand les rues n'étaient pas très larges, il y avait des bancs de neige de chaque côté. C'était même difficile. On ne pouvait même pas rencontrer des fois. Moi, c'est ce que j'ai vécu à Saint-Jean. Fait que dans le secteur de l'hôpital, quand vous avez des autos stationnées, puis en plus, il a fallu que je fasse une demande de nettoyer les trottoirs, les gens marchaient dans la rue. Les gens blessés, les gens en béquille, tout ça, tu es obligé de marcher dans la rue parce que les trottoirs n'étaient pas déneigés. Imaginez un banc de neige là, à côté des autos. Qu'est-ce que ça aurait été pour ces personnes-là et pour les employés de l'hôpital qui, des fois, font 2 chiffres. Ils arrivent, ils sortent dehors, ils sont obligés de déneiger leur auto. Vous avez sûrement vu les nouvelles à Montréal, les gens qui déneigeaient les autos, qui en avaient des fois pour 1 heure. Je pense que le secteur de l'hôpital et du CLSC, c'est impensable de penser de déneiger à droite.
D'ailleurs, l'école Marie de Rome, qui n'est pas dans mon secteur, qui est juste un petit peu plus haut, quand il y a eu le déneigement à droite, les parents ne pouvaient pas débarquer les enfants parce qu'il y avait un banc de neige. Les enfants débarquaient dans le banc de neige. Fait que moi, c'est mon opinion. Fait que si jamais quelqu'un connaît M. Gérin, vous pourriez lui faire un message. Il va pouvoir vous regarder puis vous entendre à la télévision. Parfait. Je pense que c'est Excellent. votre sujet préféré. Parfait. Bien, moi, Mme Charbonneau, je vais le féliciter, M. Gérin, d'être venu parler puis de prendre la parole, qui probablement, je crois, est pour la majorité silencieuse. C'est tout ce que j'ai à dire, Mme Bouchard. Merci. En fait, aujourd'hui, j'avais 3 petits points que je voulais discuter. Déneigement, je pense qu'on le sait, là, il y a eu des bordées de neige récemment, puis tout le monde sur Internet capote un peu à cause du déneigement. Je ne veux pas nécessairement parler au niveau de la qualité, parce que je pense que, comme vous le dites, là, il y a des gens qui travaillent fort, travaillent longtemps pour ça, puis c'est sûr qu'on ne peut pas tout le temps tout contrôler non plus. En fait, je voulais faire un commentaire par rapport à quelque chose que j'ai vu sur Internet, où est-ce que au niveau de l'alignement entre les sous-traitants que la Ville fait affaire avec, puis la communication des priorités. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut arriver à une situation où est-ce que, on parlait tantôt avec M. Dubois qu'il va y avoir certaines autres qui vont être priorisées dans le début du déneigement. Puis quand on a des services privés, comme par exemple qui viennent dégager les entrées de cours, il y a certaines compagnies qui pourraient, par exemple, venir poser des questions avec les services de la Ville puis dire, où est-ce que vous allez commencer? Puis des fois, ce que ça peut apporter comme avantage comme ça, c'est que quand la personne vient dégager l'ouverture des particuliers, puis que la Ville, elle vient passer après, je pense qu'on comprend tout que ça vient mettre de la neige dans l'entrée de la personne, puis ça vient obstruer l'entrée. Fait qu'en fait, je sais qu'il semblait là, être difficile pour certains propriétaires privés qui faisaient des déneigements, de pouvoir avoir accès à cette information-là. Puis je voulais savoir si la Ville pourrait faire quelque chose à cet effet-là, si ça serait possible. Pas de nécessairement dire là, à l'heure près qu'est-ce qui va être fait, quand que ça va être fait, mais plutôt au niveau de c'est qu'est-ce qui va commencer par être fait pour qu'il puisse avoir un alignement entre ces deux services-là qui ne se parlent pas nécessairement. Là. Parfait. Mais je sais qu'il y en a qui se parlent, mais écoutez, moi, je le prends comme une suggestion. Exactement. Parfait. En fait. Merci. Fait que ça, c'est mon premier point. Deuxième point, je voulais revenir un peu sur le bris d'aqueduc qui est arrivé il y a un an. Au mois de décembre 2023. Exactement, vous en souvenez bien. Pensez-vous que je m'en rappelle pas? En fait, je sais que suite à ce bris-là, vous aviez commandé une étude d'experts afin de déterminer les causes du bris. Puis je sais que dans le rapport qui avait été déposé là, il y a quelques mois, ça indiquait que le rapport d'ingénierie n'avait pas été fourni ou n'avait pas eu le temps d'être livré avant le dépôt. Je voulais savoir si vous aviez reçu ce rapport-là. Monsieur Dubois? Le rapport a été reçu, il est en analyse actuellement. OK. Fait qu'on va pouvoir avoir accès éventuellement. Est-ce que je peux faire une demande d'accès à l'information? Il faut que j'attende que ça soit déposé en conseil si je veux y avoir accès? Exact. Je peux faire une demande, OK. Une fois qu'il sera déposé. OK, parfait. Bon, excellent. Puis le dernier point que je voulais discuter, c'est, tantôt on parlait des tensions géopolitiques. Je pense que tout le monde est sensible à ça en ce moment. Je sais que le gouvernement fédéral a parlé d'un plan d'1,3 milliard qui avait déjà été annoncé. Il y a quelques mois. Je voulais savoir, en fait, là, considérant que Saint-Jean, c'est une ville militaire puis qu'il y a beaucoup d'actifs militaires qu'on a, comment la ville peut bénéficier ou pourrait se positionner au niveau fédéral pour bénéficier des retombées économiques de ce plan d'intervention-là? On est déjà sur une cellule stratégique qui se rencontre à tous les lundis matins, 7h30. Là. Puis NextDev, notre organisme de développement économique, avec la Chambre de commerce, avec le CAE, tout le monde est sur le cas là, après avoir fait la recension des manufacturiers ou des commerces qui faisaient des affaires avec les États-Unis ou les impacts que ça pouvait avoir. Là. Vous parlez des tarifs, je pense. Mais moi, en fait, ici, ma question, c'est plus par rapport aux subventions. Mais on est en train de regarder les programmes. Ça fait partie de l'étape actuelle là, ils font la recension des programmes auxquels les entreprises pourraient être admissibles. Excellent. Puis comment on pourrait en bénéficier? Fait que c'était mes 3 questions. C'est tout. Absolument. C'est hyper important dans le contexte. Puis avec la baisse du dollar aussi, c'est tout interrelié. Exactement. Comment on va en prendre avantage comme municipalité. Fait que merci à vous. Bonne fin de soirée. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mme la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. Petite question rapide, on a vu avec ce qui se passe
avec nos voisins du Sud. Il y a plusieurs compagnies. Même le gouvernement du Québec a mis un frein aux dépenses sur Amazon. Dans le Journal de Montréal, on avait comme quoi Saint-Jean sortait parmi les 5 plus grands dépenseurs sur Amazon. Je me demandais, est-ce que il y a des directives qui ont été envoyées à la ville, dans le fond, pour dépenser plus localement, encourager nos commerces locaux? Ou quelles étaient la nature des dépenses qu'on n'avait pas, dans le fond, dans nos commerces locaux à Saint-Jean? Je vais vous répéter, ça donne bien, je suis bien préparée parce que c'est une question qui m'a été posée la semaine dernière au dîner de la mairesse. Je ne sais pas où est-ce que... Puis à ce moment-là, quand ça a sorti dans le Journal de Montréal, j'étais à l'extérieur. Puis dans la même journée, on était en communication avec la direction générale parce que à Saint-Jean-sur-Richelieu, les dépenses reliées à Amazon, c'est à peu près 40 000 $ sur un budget de 230 millions. Il faut mettre ça en perspective. Oh, je comprends que c'est très peu. Puis quand est-ce qu'on achète sur Amazon? Parce que c'est ça qui m'a préoccupée, là. D'abord, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'a pas de compte Amazon. Globalement, on n'achète pas sur Amazon. Quand on achète sur Amazon, je vais vous donner un exemple qui m'a été apporté, un exemple concret. Par exemple, les TI, quand on commence à avoir du matériel qui date un peu, parce qu'on sait que ça va vite en informatique, des fois, il manque des pièces. Puis pour faire durer davantage nos ordinateurs ou nos équipements, ben il faut aller sur Amazon, c'est là qu'on trouve la pièce. C'est vraiment dans ce cas-là, puis M. Dubois, reprenez-moi ou complétez, là, c'est vraiment dans ce cas-là qu'il y a des achats qui sont faits sur Amazon. M. Dubois? Effectivement, c'est ça. C'est ça, ou des achats rapides, donc des achats urgents, souvent, où les délais de livraison, les délais de magasinage seraient trop longs. C'est rapidement sur Amazon. Mais au début, vous avez posé la question au début, est-ce qu'il y a un rappel qui a été fait à tout le personnel de la ville, de la direction générale, pour dire que les achats sur Amazon doivent être une exception, ça a été fait. Parfait. Ça a été fait le dernier jour. Puis la différence entre le 40 000 et le 160 qui est indiqué, ça vient d'où? Je sais pas. En fait, c'est 3 ans. Parce que peut-être que c'était pas juste un an. Était sur plus qu'un an. Parfait. Super. Merci beaucoup. Voilà, c'est complet pour cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.